Larouturou est également avec nous, candidat Nouvelle Donne. Pierre Larouturou qui connaît bien le Parti Socialiste. Didier Tauzin est aussi avec nous, candidat pour rebâtir la France. Didier Tauzin qui est général, ou qui était, je ne sais pas, général si on l'est à vie, général de division dans l'armée de terre, était ou est voilà. Et puis Olivier Delafont qui est candidat du Parti Nouvelle France. Bonsoir à tous les quatre, merci d'être là. Bonsoir, merci. Il y a un fait politique majeur quand même dans l'actualité aujourd'hui, c'est la mise en examen de François Fillon. Quelle est votre réaction à vous d'abord, Charlotte Marchandis-Franquet? Ma réaction est celle assez partagée. C'est sidérant que cet homme qui a promis, vous avez passé les extraits dans la séquence d'avant, qui a dit qu'il ne serait pas candidat en cas de mise en examen, continue à être candidat. Il y a une sidération et puis il y a un ras-le-bol énorme. Nous, des mouvements citoyens nous ont appelés demain à manifester devant le Conseil constitutionnel, à dire à quel moment on reparle de la politique quand elle est belle, quand elle parle des sujets des Français, à quel moment on parle de la démocratie, car à la fois les débats et à la fois les faits même de démocratie nous semblent confisqués et on est atterré, surtout qu'il y a une affaire qui sort chaque jour. On se dit où est-ce que ça va s'arrêter? Olivier Delafont, il doit aller au bout. Il peut aller au bout d'après vous, François Fillon? Vous savez, moi je suis un candidat atypique. Je viens de la vie civile, je ne viens pas du monde politique. Je fais campagne depuis 18 mois. J'ai fait 717 villes, rues piétonnes, et 717... Et on vous a parlé de François Fillon? Bien sûr. Les Français, 97% des Français vous disent « Nous n'avons plus confiance dans le système politique ». C'est très grave, c'est très grave, 97%. Alors, si c'est pour commenter les blablas politiques des uns et des autres, je pense que vos chaînes, et d'abord je vous remercie de m'avoir invité, et d'avoir invité les autres candidats de la vie civile, si c'est pour commenter avec tous ces blablas, je pense que moi je suis ici pour parler de mon programme. On va en parler, mais alors d'abord, si vous voulez bien quand même, on termine ce tour de table sur cet événement politique majeur malgré tout. Pierre Larouturou, votre réaction à cette officialisation de la mise en examen? C'est pas une surprise quand même, vu il a apporté aucune preuve du travail de sa femme. Chez les Républicains, on dit que c'est un non-événement. Vous êtes d'accord avec ça? Non, puisque lui-même avait dit qui aurait imaginé le général de Gaulle mis en examen. Il a dit plusieurs fois qu'il ne serait pas candidat s'il était mis en examen. Je pense qu'on est le seul pays d'Europe où on peut être candidat à l'élection présidentielle en étant mis en examen. Donc bien sûr, il y a la présomption d'innocence, mais quand même, c'est des faits lourds qui lui sont reprochés et je ne crois pas qu'il a apporté le début d'une preuve. Voilà. Donc c'est quand même assez scandaleux, et tout en disant qu'il va demander à ses ministres de signer une charte en matière d'éthique. Voilà. Donc je trouve que c'est dramatique, et je crois qu'on est des millions à se dire que l'élection n'est pas au niveau. Il y a 6 millions de chômeurs. Toutes les semaines, il y a des paysans ou des artisans qui se flinguent parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. L'Europe est à 2 doigts du chaos. Et en principe, ça fait 10 ans que le PS et l'UMP n'ont réglé aucun problème, alors que l'UMP et le PS ont eu tous les pouvoirs. Donc je crois qu'on est des millions à comprendre que ça devient grave et qu'il faut changer de politique. C'est pour ça qu'on a créé Nouvelle Donne, pour proposer une nouvelle stratégie, des nouvelles politiques. Et ça devient insupportable que l'élection soit confisquée et qu'on ne parle jamais ni du chômage, ni de l'éducation, ni de la santé, ni de la justice. Didier Tauzin, vous qui voulez rebâtir la France, est-ce qu'on peut rebâtir la France avec un président qui serait affaibli par ses affaires? Certainement pas. Mais ce que je pense, c'est que là, en l'occurrence, on est en train de ne jamais parler de politique. Et ça, c'est incroyable. À mon avis, le prochain président, quel qu'il soit, sera légalement élu, mais il ne sera pas légitime. Parce qu'on n'a pas parlé de politique du tout. Et combien d'électeurs vont se... On en a parlé beaucoup pendant les primaires, par exemple. Allez, s'il vous plaît. Il y a eu plein de débats dans tous les sens. Les primaires, c'était pas la campagne présidentielle. Non. Et maintenant, on n'en parle pas du tout de politique, de vraie politique. La politique qui est le service de l'homme, de la France et des Français. On n'en parle plus du tout. On parle des affaires. Ça suffit. Alors on est en train d'empêcher les Français de se déterminer, comme si on voulait qu'il y ait le maximum d'abstention. Après tout, l'élection serait toujours légale, n'est-ce pas? Même avec 10% de votants, eh bien, le président serait élu. Mais quelle légitimité aurait-il? Parlons des programmes alors, parce que c'est vrai que vous êtes aussi là pour ça et que vous les développez les uns les autres dans différents livres. Alors il y a Michel Rocard et Pierre Larouturou, La gauche n'a plus droit à l'erreur, un livre qu'on a déjà présenté ici, Pierre Larouturou. Il y a aussi donc Olivier Delafont qui intitule son livre modestement De Gaulle, JFK, Olivier Delafont, cherchez le lien. Ce lien, voilà, vous l'expliquez dans le livre. Et puis le général Didier Tauzin, donc Rebâtir la France, mon engagement pour le quinquennat 2017-2022. Je vais commencer
par celle qui n'a pas écrit de livre, en tout cas pas encore, mais elle nous a promis de le faire si elle obtient ses 500 parrainages. C'est Charlotte Marchandise-Franquet, candidate issue de la Primaire.org. Rappelez-nous ce que c'était cette initiative citoyenne, comme on dit. Alors, ceci dit, on n'a pas écrit un livre, mais on a un programme extrêmement complet et abouti sur le site internet. La Primaire.org, c'était face au rejet dont vous parliez des politiques, se dire est-ce qu'on continue à voter contre, à s'abstenir, à râler, ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose? Une plateforme sur internet sur laquelle tout le monde pouvait se présenter à l'élection présidentielle et un processus démocratique ouvert sur lequel on choisissait, grâce à du jugement majoritaire qui changerait complètement le rapport au vote si on ne votait pas pour une personne, mais si on évaluait les programmes, et avec des débats ouverts et 32 000 internautes qui ont voté sur cette primaire en ligne dont je suis sortie le 31 décembre. Vous êtes une partisane du revenu de base universel. Ça rappelle évidemment des souvenirs pour ceux qui quand même ont suivi un peu les débats de la primaire. Vous savez combien ça coûte ce revenu de base ? Alors, déjà, je suis une partisane d'un projet de société dans lequel le revenu de base est un point parmi d'autres. Et donc, ah oui, mais il faut bien s'intéresser aux détails quand même. On peut s'intéresser aux détails, mais ce revenu de base, aujourd'hui, on sait le financer. Et dans le projet qu'on a développé, qui vient de la société civile depuis des années, c'est quelque chose qui a été travaillé dans de nombreux pays, donc ça ne sort pas de nulle part. Et si on en parle aujourd'hui, c'est bien que la société le pousse depuis des années, parce qu'on sait que ce qu'on fait au niveau du RSA ne marche pas, que c'est pas quelque chose qui émancipe les gens, que c'est quelque chose qui tire dans la précarité, que les travailleurs sociaux sont là à vérifier de quelle façon les gens sont concubins ou pas concubins et que c'est pas émancipateur. Et donc là, oui, ça coûte 500 milliards, mais il y a déjà 300 milliards qui sont déjà sur les aides sociales qui existent. Il faut quand même en trouver 200 de plus, c'est pas une paille. On les trouve grâce à la fiscalité, on les trouve grâce à l'évasion fiscale, à la lutte contre l'évasion fiscale plutôt, et on sait absolument les trouver, et il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une réforme des retraites, c'est une réforme des minima sociaux, et c'est une réforme complète d'un projet de société dans lequel on travaille moins pour travailler tous, et ça va avec la réduction du temps de travail, ça va avec une simplification massive des institutions, ne plus avoir le RSI et les autres caisses de retraite, avoir une caisse globale. Vous nous dites tous que la situation est compliqué en France, mais celui qui a le ton le plus alarmiste, c'est peut-être vous, Didier Tauzin. Quand on ouvre votre livre, assez vite, les mots de guerre arrivent. Guerre civile, d'abord, on serait au bord de la guerre civile, et une guerre mondiale même pourrait se profiler dans les années qui viennent. Une guerre civile, d'abord, entre qui et qui exactement, et puis comment l'éviter ? Ce n'est pas moi qui ai parlé de guerre civile en premier. Non, ce n'est pas moi qui en ai parlé le premier. Il y a François Fillon aussi depuis qu'on a parlé. Justement, c'est le dernier à en avoir parlé. Il y a même eu des livres ces dernières années. En fait, cela a commencé en 2013, me semble-t-il, au moment des grandes manifs contre le mariage pour tous. Je crois, pour avoir moi aussi sillonné la France de long en large depuis 2 ans maintenant, une centaine de réunions publiques, je crois que dans certaines régions de France, la situation est extrêmement tendue. J'ai connu 4 guerres civiles sur le terrain. Liban, Somalie, Rwanda, Yougoslavie. Comment vous pouvez, si vous les avez connues justement, comment vous pouvez faire le parallèle entre la France et la Somalie ? Non, il ne s'agit pas de faire le parallèle, il s'agit de dire qu'il y a des processus psychologiques qui peuvent y conduire. Dans les campagnes aujourd'hui, des quantités de gens s'arment. Des quantités de gens s'arment. Même des maires ruraux, j'en ai rencontré 600 ces derniers temps, des maires ruraux. Même des maires ruraux me disent, même chez nous, ça peut déraper. Voilà. Donc, ceci étant, c'est une hypothèse, j'espère qu'elle est très peu probable, mais dans certaines régions de France, ça va mal. J'ai rencontré aussi il y a quelque temps Malika Sorel, qui me dit que dans les banlieues nord de Paris, par exemple, eh bien, il suffirait d'un signal pour que ça aille très très mal. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une lubie professionnelle, ce n'est pas une déformation professionnelle. Sinon, je ne serais pas d'ailleurs engagé pour ça. Ça, c'est pas suffisant. Je ne suis pas un candidat. Mais qui sont les ennemis alors ? Mais attendez, dans une guerre civile, il n'y a pas d'ennemis. Dans une guerre civile, ça pète dans tous les sens. Sur un signal, comment dire, et tout le monde devient ennemi. Et vous faites un lien quand même, si je vous pose cette question, c'est que vous semblez en tout cas faire un lien avec l'immigration, puisque vous dites qu'il faut stopper l'immigration pour les 20 prochaines années pour remettre les choses un petit peu d'équerre. Je dis qu'il faut stopper l'immigration pour les 20 prochaines années. Parce que c'est à cause des immigrés ou des descendants d'immigrés qu'on est aujourd'hui au bord de la guerre civile ? Ce n'est pas à la cause des immigrés ou des descendants d'immigrés, c'est à cause de nos gouvernements depuis 50 ans. Qui, droite et gauche confondus, ont sapé la cohésion nationale française, ont fait en sorte que nous ayons aujourd'hui 10 millions de précaires et 5 millions de chômeurs, que nous n'ayons plus aucun repère commun, et que les immigrés ont été instrumentalisés par eux. C'est à cause, la raison de fond, elle est là. Ce sont nos gouvernements depuis 50 ans. Pierre Larouturou, je me tourne vers vous parce que vous avez été longtemps le chantre de la réduction du temps de travail, ardent défenseur de cette théorie. C'est toujours ça le cœur de votre projet aujourd'hui ?
Nouvelle Donne porte un projet global. On veut montrer comment on peut en même temps agir fortement pour changer le modèle agricole et pro-paysan. Pendant 30 ans, l'Europe a protégé le revenu des paysans. Il y avait ce qu'on appelait les quotas laitiers, les paysans vivaient correctement de leur travail. Et puis depuis 2008, des lobbies ont pris le pouvoir, ont supprimé ces quotas et les revenus des paysans s'effondrent, moins 30%. On veut montrer comment on peut créer plus de 2 millions d'emplois. Je pense qu'on est le mouvement politique qui est le plus ambitieux en matière de chômage. Vous parliez, mon général, du fait que depuis 40 ans, on laissait pourrir la situation. Si on a créé Nouvelle Donne, c'est en particulier qu'on pense que ce que dit l'UMP et le PS ne marche plus. Voilà. Ça fait 40 ans qu'on nous dit « votez pour nous et la croissance revient ». Je ne sais pas si on peut faire un zoom. C'est l'évolution de la croissance en France depuis 50 ans. Voilà. Est-ce que c'est sérieux, droite et gauche confondues? Je ne sais pas si on la voit. On ne voit pas le détail des chiffres, mais on voit bien que la flèche n'est pas montante. Voilà, ça c'est sûr. C'est juste ridicule. Et n'importe quand, c'est le dernier graphe que je voudrais montrer ce soir, n'importe quand, on peut une nouvelle crise financière. En 2005, j'étais un des rares qui avait annoncé la première crise. Là, c'est une des échos qui dit le Dow Jones atteint un sommet historique à 20 000 points. 20 000 points. La dernière fois que ça a pété, le Dow Jones, c'est-à-dire le CAC 40 de New York, était monté à 14 000 points, il s'était effondré. Il y a 2 mois, le Dow Jones est arrivé à 20 000 points. Oui. La semaine dernière, à 21 000. Ça veut dire qu'on peut avoir... Le FMI a encore dit hier qu'on peut avoir une nouvelle crise pire que 2008. Et tout le monde s'en fiche. Et dans la primaire de droite comme dans la primaire de gauche, plus personne ne parle de la séparation des banques. Plus personne ne parle de régulation financière. Séparation entre les banques le dépôt des banques d'affaires. Donc nous, si on s'appelle Nouvelle Donne, c'est qu'on s'inspire du New Deal de Roosevelt. Quand Roosevelt arrive au pouvoir en 1933, il y avait des millions de chômeurs, de précaires, les gens avaient le moral à zéro. Et Roosevelt fait passer 15 réformes en 3 semaines. Alors qu'il est vieux, qu'il est paralysé, mais il fait passer 15 réformes. Il fait la séparation des banques et des banques. C'était une promesse de François Hollande. Oui, mais il l'a pas fait. Excusez-moi si vous mettez Roosevelt au même niveau qu'Hollande. Non, mais oui. Si on parle de ce point concret. Non, mais pardon, c'est pour dire que le politique peut être efficace. Nous, on montre comment on peut faire passer des réformes dans les premières semaines sur la question du logement. On est le pays d'Europe où il y a les loyers les plus importants. On ferait tous 250 € d'économie sur les loyers chaque mois. Je répète, on ferait tous 250 € d'économie sur nos loyers si on avait le même niveau de loyer qu'en Allemagne, aux Pays-Bas. Et Nouvelle Donne montre comment c'est possible de construire et de rénover sans augmenter les impôts. Il y a une cagnotte qui s'appelle le Fonds de réserve des retraites où il y a 36 milliards. Au lieu de les mettre sur les marchés financiers qui vont bientôt s'effondrer, il faut les mettre pour construire des logements. Et à Brest, à Paris, à Toulouse, on va pouvoir construire des logements. Ça peut créer 200 000 emplois dans le bâtiment. Une dernière proposition pour montrer comme notre but est de lutter contre le découragement, montrer qu'il y a des marges de manœuvre, que c'est pas du pipeau, c'est pas du rêve. Comment lutter contre le dérèglement climatique? On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il y a eu un accord international, mais il y a comment financer les économies d'énergie. Ce qu'on montre, c'est qu'il y a 1000 milliards au niveau européen. Grand lecteur des Échos. Non, pardon, c'est juste pour dire que les Échos de journaux, on nous explique qu'il n'y a pas d'argent. Oui. Monsieur Fillon a redit hier, il n'y a pas d'argent, il faut faire 100 milliards d'économies. Tout le monde nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il se trouve qu'au niveau européen, la Banque centrale va créer 1000 milliards. C'est pas nous qui l'inventons et personne n'en parle. Et on va mettre cet argent sur les banques qui vont encore plus spéculer. Ce que dit Nouvelle Donne, c'est que les 1000 milliards, on les met sur un plan Marshall et pendant 20 ans, ça donne du boulot à des techniciens, à des ouvriers pour économiser l'énergie et développer les énergies renouvelables. On peut créer 600 000 emplois. Excusez du peu, rien qu'avec ça, on peut créer 600 000 emplois en France. On passe de Roosevelt, pardon, mais il faut que tout le monde s'exprime, de Roosevelt à JFK avec Olivier Delafont, parce que vous êtes sans doute la personnalité qui a le moins de notoriété autour de cette table, donc on ne sait pas très bien ce que vous proposez, candidat Nouvelle-France. Expliquez-nous quel est le cœur de votre programme. Nous ne sommes pas des politiques. Moi, je ne suis pas un politique. Nous pensons dans ce programme que la France doit être dirigée par des gestionnaires. Qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire? C'est quelqu'un qui sait gagner de l'argent. Les chefs d'entreprise, quoi. Bien sûr. Oui. La France doit être dirigée par des gestionnaires. J'insiste là-dessus. Par exemple, le préambule de notre programme, c'est réduire le premier jour le nombre de ministres, 37 ministres secrétaires d'État en France. Pas bon. On en propose 17, comme en Allemagne. 577 députés. C'est ce que dit aussi Emmanuel Macron, c'est ce que dit François Fillon. Vous n'êtes pas le seul à proposer ça. Ils se sont inspirés de mon programme. Emmanuel Macron s'est inspiré de mon programme la semaine dernière et on m'a prévenu que M. Fillon aussi. Il propose 15 ministres. Alors c'est à celui qui va proposer le moins. Regardez mon livre. Moi, dans mon livre, dans mon ouvrage, j'ai prévu, je le répète 42 fois, parce que c'est le pitch de notre programme, réduire le nombre de députés et de sénateurs. Le Sénat, par exemple, 343 sénateurs. Ça suffira pas quand même à rétablir les comptes, à faire baisser le chômage. Alors on reste comme on est, on bouge pas, on dit ça suffira pas. Non, mais j'espère qu'il y a des choses un peu plus ambitieuses. Moi, je suis un messager, monsieur. Oui. Un messager, je viens porter une parole. Oui. Vous verrez que mon programme, dans quelques années, on dira « Ah tiens, Olivier Delafont, c'était pas mal ».
Pourquoi ? Parce qu'on veut créer des richesses. Et qui est mieux placé que moi pour créer des richesses ? J'ai été un des plus grands gestionnaires à Wall Street, je sais créer des richesses. Donc il faut en premier temps... Alors évidemment, il faut commencer par le haut. C'est un argument très fragile, excusez-moi. J'ai fait fortune à Wall Street, excusez-moi, c'est très fragile comme argument. Il faut commencer par le train de vie de l'État. Oui. C'est la première des choses. Il faut un État amoindri. Il faut ubériser la société. Il faut faire un État... Ubériser la société ? Il faut ubériser la politique. C'est-à-dire se servir des talents qui sont... Vous savez, moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait 117 villes. Donc je sais ce que fait... C'est pas moi qui ai fait ce programme, ce sont les Français qui ont fait ce programme. Les Français me disent, sur les rues piétonnes et dans les marchés, me disent, mais monsieur, moi je gagne 700 € par mois et j'ai travaillé 40 ans. Ça ne va pas. Donc on ne veut pas ici faire de blabla. Regardez mon livre, page 112, on a 18 propositions concrètes, par exemple pour le travail des jeunes. Qui est mieux placé autour de cette table pour savoir comment on fait travailler les jeunes ? Un chef d'entreprise qui a réussi ou quelqu'un d'autre ? Je veux rien dire. Le programme de M. Tauzin, je le connais bien. Oui. Je connais M. Tauzin, il est excellent, général Tauzin. Je connais bien. Madame Marchandy, je vous connais aussi. J'ai bien lu, je vous ai suivi pendant toute la campagne. M. Larituro aussi, j'ai lu votre ouvrage. Tout ça est excellent. Mais il faut maintenant que la France soit dirigée par des gestionnaires. Regardez aux États-Unis, je finis. Ouais. Regardez aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, ça va arriver en France. Aux États-Unis, qui on a élu ? Monsieur Donald Trump. Alors tout le monde a dit non, il passera jamais, c'est pas possible, etc. Ouais. Maintenant on dit il n'a pas de programme, ensuite on dit il va être destitué, etc. Et puis dans 25 ans on dira mais il a fait rentrer 1 million d'emplois déjà. Ah bah ça on verra. On verra à la fin de son mandat. Est-ce qu'on ne doit pas être exemplaire ? Est-ce que l'État doit pas être exemplaire ? Charlotte Marchandis-Franquet, il y a l'écologie qui est au cœur de votre projet. On se demande un petit peu, mais quelles sont les différences avec le programme défendu par Benoît Hamon ? Parce que je parlais tout à l'heure du revenu de base, et lui aussi parle énormément d'écologie. Il y a énormément de points communs entre vos deux programmes. Il y a énormément de points communs entre nos deux programmes, avec le programme de Pierre en plus, avec le programme de Jean-Luc Mélenchon aussi évidemment, puisque moi je n'ai jamais prétendu écrire un programme toute seule, je n'ai jamais prétendu être une femme providentielle. L'idée c'est comment on fait de la politique autrement. Comment on dit c'est quoi le fait politique ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on attend d'un candidat ? Est-ce qu'on attend quelqu'un qui sache dire tous les chiffres, qui prétende avoir une thèse dans tous les domaines ? Ou est-ce que c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que la société produit ? Et de quelle façon on peut le mettre en œuvre ? La grande différence, j'ai envie de vous dire, c'est la façon dont on le conçoit et la façon dont on dit d'où viennent les idées. C'est pas le revenu de base de Benoît Hamon, c'est quelque chose qui vient... C'est le côté participatif, quoi. Plus que ça, délibératif, c'est aussi le fait de dire d'où ça vient. Parce que c'est pas quelque chose de personnel, c'est pas quelque chose du PS. Et c'est surtout le fait de dire comment c'est cohérent. Comment on construit un programme sur lequel il n'y a pas un programme économique qui est pas en accord avec le programme écologique, parce qu'on sait qui va gagner. Oui. Comment, si on a un programme radicalement pour la paix, on va pas mettre en place des choses qui vont favoriser la guerre. Comment, si on a un programme radicalement écologique, comment peut-on continuer à dire on va mettre 6 milliards par an sur l'arme atomique, qui est une vraie question, alors, qui se débat pas comme ça, mais qui est de dire j'ai pas les réponses à tout. En revanche, on va faire de la politique autrement parce que c'est nécessaire. On va faire de la politique en parlant des gens. On va sortir de la professionnalisation de la politique. On va parler du statut de l'élu dont on a très peu parlé. On va parler de ce qui se passe par rapport, qu'est-ce qui se passe face aux effondrements qui viennent, et ça c'est fondamental. Et je me permets juste, vous avez dit que j'étais adjointe à la ville de Rennes, avant tout je suis formatrice et j'ai une profession et j'y tiens parce que ça fait 2 ans que je suis élue, mais ça fait 20 ans que je travaille, et c'est aussi ça une des grandes différences. Je prétends pas avoir un programme différent. Je prétends qu'on le fasse autrement parce qu'on le fait collectivement et parce qu'on ne donne pas des questions, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, oui ou non, oui. Mais bien quelles sont vos questions et comment construisons-nous des réponses cohérentes et comment, juste pour finir, comment on explique exactement comment on le fait dans les 2 mois, dans les 3 mois, dans les 6 mois. Vous l'avez rappelé, François Hollande a fait beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. C'est ce qui va peser le plus, je crois, sur la candidature de Benoît Hamon. Didier Tauzin, vous proposez-vous que le chef de l'État, c'est aussi une des propositions marquantes de votre programme, un changement radical dans les institutions françaises, puisqu'en fait vous proposez que le chef de l'État élu soit renouvelé, mais par plébiscite, tous les 7 ans, jusqu'à 80 ans. Alors évidemment, c'est quelque chose qui paraît un petit peu incongru, même en France. Comment vous justifiez cette mesure-là qui fait plus penser à d'autres systèmes, d'autres pays? Oui, c'est incongru, mais voyez-vous, ça plaît beaucoup à beaucoup de maires ruraux. Le grand mal de notre politique depuis 50 ans, c'est qu'elle est retombée dans le système des partis. En fait, on est quasiment revenu à la 3e, 4e République. Donc il faut un homme providentiel. Il ne s'agit pas d'un homme providentiel. L'homme providentiel, c'est la Providence qui le désigne, elle ne m'a pas désigné.
Du moins, je n'en suis pas conscient. Le problème n'est pas là. Il faut de la continuité en politique. Contrairement à monsieur, je pense qu'il ne faut pas que la politique devienne de la gestion, il faut faire de la vraie politique. Et d'ailleurs, ceux qui nous gouvernent ou prétendent le faire depuis 50 ans n'ont fait ni politique ni gestion. Quand on constate que nous avons 360 impôts et taxes, dont une trentaine ne rapportent pas assez pour payer les fonctionnaires qui les recouvrent, on ne va pas me dire qu'on a fait de la gestion. Et on n'a pas fait de politique non plus, parce que tout a été instrumentalisé, et aujourd'hui, on n'a même plus de démocratie. Nous sommes dans plutocratie aujourd'hui. La politique, c'est servir la France et les Français. On en a fait quoi? Un théâtre, un amuse-gueule, quelque chose qui dégoûte les Français de plus en plus, et en particulier d'ailleurs les élus qui devraient parrainer, puisque 9000 à peine ont parrainé à ce jour, ce qui est scandaleux, et d'ailleurs je les appelle à parrainer. S'ils veulent sauver la démocratie, et c'est leur rôle, les maires ruraux doivent parrainer. Vous en êtes à 60, je le dis au passage, vous en êtes à 60 parrainages. Madame, en 71, etc., absolument. Il faut parrainer les petits candidats. Avec nous, on parlera de vraie politique. Oui. Parce qu'avec ces soi-disant grands candidats, qui en fait sont grands parce qu'ils ont beaucoup d'argent et parce que tous les médias leur sont ouverts, contrairement à nous, avec eux, il n'y a plus de politique. Il faut réhabiliter la politique. Et pour cela, il faut sortir le président des griffes des partis politiques. Il faut le sortir. C'est impératif. Et on ne pourra pas le faire si on n'a pas un changement radical du mandat du président de la République. Or, de quoi s'agit-il? Une fois élu, eh bien, on le laisse en place pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, il y a un vote de confiance. Et la confiance lui est refusée, il s'en va, on procède à une nouvelle élection. La confiance lui est renouvelée, il continue pendant 7 ans. Et on peut aussi instituer le référendum d'initiative populaire, au bout de 3 ans, par exemple, après l'élection, au bout de 3 ans, référendum d'initiative populaire pour le renvoyer, éventuellement, ça nous aurait bien servi avec François Hollande d'ailleurs, parce que, pardonnez-moi, je crois qu'il n'aurait pas fini son quinquennat. Voilà ce que je pense pour le mandat du président de la République. Mais, pardonnez-moi, je ne vais pas terminer, mais il y a 2 autres réformes majeures. La première, c'est la réforme de l'administration territoriale. Aujourd'hui, on est en train de... Vous redonnez tout le pouvoir aux maires. On supprime, je fais vite parce que voilà, vous n'êtes pas seul. Il faut redonner le pouvoir aux maires. En supprimant les conseils départementaux. Il faut supprimer les conseils départementaux et régionaux et rendre le pouvoir aux maires. Le maire est élu au suffrage universel. Il a la même légitimité que le président de la République. Oui. La même. Il faut lui rendre le pouvoir. Aujourd'hui, on lui enlève tous les pouvoirs. Et dans 10 ans, on les remplacera par des fonctionnaires. Pierre Larouturou, je reviens vers vous. Je fais la même remarque que tout à l'heure à Charlotte Marchandise. C'est vrai que quand on regarde votre programme, quand on regarde vos propositions, là aussi, on pense évidemment à Benoît Hamon. Pourquoi vous ne vous rangez pas derrière lui ? Pardon, je crois qu'on va beaucoup plus loin que... Il y a des convergences, mais je crois qu'on va beaucoup plus loin que lui sur la question de l'emploi. Je mets mes 2 mains à couper, les 2 mains. S'il vous plaît. Pardon, mais excusez-moi, moi je ne supporte pas les mensonges. On a travaillé, quand j'explique qu'on peut mettre 1000 milliards, on a aussi bien le soutien d'un ancien ministre espagnol, de l'ancien ministre des Finances belge, Philippe Mechtat. Alors quelle est votre différence avec Benoît Hamon ? C'est qu'on est très concret. Quand on explique comment, sur la question du temps de travail, oui, on parle du temps de travail, ça, avec Michel Rocard, avec Nouvelle Donne, on explique qu'il faut relancer le débat sur la semaine de 4 jours, mais c'est pas n'importe comment. On explique comment il y a déjà 400 entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours, comme on le propose. Si vous allez chez Maminova ou chez Fleury Michon, l'entreprise travaille 5 jours par semaine, on va pas tout fermer le jeudi soir, mais tous les salariés, les ouvriers, les commerciaux, le directeur, tout le monde est passé à 4 jours. Chez Maminova, ils ont embauché 130 personnes. Je peux vous dire que quand Ouest France annonce 130 embauches en CDI, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, ça s'est fait sans baisser les salaires et l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage. Donc ce qu'on propose, c'est équilibré pour tout le monde, pour les salariés, pour l'entreprise, pour les chômeurs qui vont retrouver du boulot, pour les caisses de l'UNEDIC. C'est un peu ce qu'on avait dit sur les 35 heures, Pierre Larouturou, et on a vu que ça n'a pas du tout... Pardon, non, vous avez raté un épisode. On avait été le seul avec Michel Rocard à critiquer. J'avais fait un livre qui s'appelait 35 heures, le double piège. On était les seuls à s'opposer à Martine Aubry et à Jospin. Il n'y en avait que 2, Michel et moi. Voilà. Oh, il y en a d'autres qui sont opposés aux 35 heures. Pardon, les autres, c'était un jeu de dupes, tandis qu'on a expliqué pourquoi la méthode n'était pas la bonne et pourquoi le contenu n'était pas le bon. Mais il n'empêche que la question du temps de travail est fondamentale. On est dans un studio, j'ai compté, où il y a 8 caméras. Oui. Autrefois, il fallait 3 salariés derrière chaque caméra. Il y aurait eu en gros aussi, il y avait 3 personnes. Non, maintenant, il n'y avait pas 3 personnes à chaque caméra. Il y avait un cadreur, c'est vrai. Il y avait 2 ou 3 personnes. Excusez-moi, vous êtes un peu plus jeune que moi, mais quand j'étais petit, on voyait les caméras. Voilà, on va pas discuter. Quand j'étais petit, il fallait 4 personnes pour conduire un avion. Maintenant, il y en a 2. Autrefois, pour faire un déménagement, il fallait des hommes très costauds qui montaient et qui descendaient des cartons. Il y a de nouveaux métiers qui se sont créés depuis. C'est ce qu'on appelle. Mais globalement, vous ne pouvez pas contester le fait. La destruction créatrice. Eh ben, ça, c'est du pipeau. Ça, c'est un mythe. Le fait que tout est équilibré, la réponse est non. Je vais pas vous montrer tous mes graphiques, mais on voit que aux États-Unis, la durée moyenne, c'est fondamental parce qu'on s'y perd. Il y en a qui disent que c'est la fin du travail, il y en a qui disent hop, ça se construit, ça se détruit, il suffit de se former. La vérité, c'est qu'aux États-Unis,
du fait des gains de productivité, il y a plus que 63% des adultes, le taux d'activité est tombé à 63%. Et parmi ceux et celles qui ont un boulot, il y a tellement de petits boulots à 10 heures par semaine que la durée moyenne, d'après la Maison-Blanche, est à 33 heures par semaine. En France, il y a 4 millions de chômeurs qui font 0 heure par semaine et des millions de salariés qui travaillent 40 heures. Donc, est-ce qu'on continue? Dans tous les pays, il y a un certain partage du travail. Simplement, il n'a pas été pensé, il n'a pas été négocié. C'est des gens qui font 0 heure, d'autres qui travaillent trop, et puis ceux qui galèrent dans les petits. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on peut relancer une négociation, non pas imposer, comme les lois Aubry, mais relancer une négociation en donnant la parole aux 400 pionniers. Je répète, il y a 400 entreprises qui sont déjà passées à 4 jours, alors qu'on ne les obligeait pas à le faire, et où partout, on a créé 10 ou 15% d'emplois en CDI, et l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage. Donc, il n'y a pas de baguette magique. Mais si on avait une vraie politique sur les PME, une vraie politique sur le logement, une vraie politique sur le climat, une vraie politique sur l'agriculture, une vraie politique sur le temps de travail, on peut créer plus de 2 500 000 emplois. Et si on crée 2 500 000 emplois, ça change tout pour le climat de ce pays, pour les quartiers difficiles, pour les zones rurales, ça changerait tout. Et l'objectif de Nouvelle Donne, qu'on partage avec des associations, c'est 0 chômage d'exclusion. Ouais. Il y aura toujours un peu de chômage, on aura 6 mois de chômage entre 2 boulots, mais ce qui compte, c'est le 0 chômage d'exclusion, ce qui fout en l'air des gens et des familles. Est-ce que cette idée, Olivier Delafont, de travailler 4 jours par semaine, elle parle aux gestionnaires que vous souhaitez être? Alors ici, on est tous des candidats à la présidentielle. Donc on n'est pas... Plus ou moins bien parrainé. Hein. Vous partez de plus loin, vous êtes à un parrainage. Oui, ben justement, je suis... on va parler, comme la semaine dernière, on a parlé de Sébastien Destremo qui est arrivé le dernier au Vendée Globe. Moi, je suis arrivé le dernier à la présidentielle. Donc on parle du premier, on parle du dernier. Moi, c'est le dernier. Pas facile. Non. Surtout quand on a eu l'habitude d'être le premier, ce qui est mon cas. Alors, bon, on est là candidat à la présidentielle. Bon, donc ce qu'il faut, c'est un homme neuf, un homme qui a obtenu des résultats. Ou une femme neuve, bravo, qui a obtenu des résultats. Les Français veulent de la probité, je le sais, puisque je l'ai vu pendant ma campagne, 18 mois, 717 villes, veulent de la probité, et ils veulent élire quelqu'un qui a obtenu des résultats. Qui est mieux placé pour parler de tous ces problèmes? Un chef d'entreprise qui a réussi, qui a créé des emplois, qui a créé des richesses, pour lui, pour ses employés, pour ses entreprises, et qui va en créer pour la France. Qui est mieux placé? On ne sait pas. Moi, je ne crois pas à l'homme providentiel. Nous, on n'est pas un régime parlementaire. Les Français, il n'y a pas un homme tout seul qui va avoir toutes les solutions. Des résultats. Alors, regardez, dans mon programme, page 112, 18 points pour le travail des jeunes. Et ça ne coûtera rien. C'est sur mon expérience de faire travailler les jeunes. Par exemple, le point numéro 4, liberté totale pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent. 37% des jeunes Français rêvent de devenir entrepreneurs. Il suffirait... Qu'a fait Ronald Reagan en 1980? Qui est mieux? En 1980, moi, j'arrive aux États-Unis. Oui. Je suis un migrant. J'arrive aux États-Unis. Ronald Reagan, on dit oui, c'est un ancien cow-boy, etc. Ben, c'est lui, il a passé le chômage le chômage est descendu de 11%. Ancien gouverneur aussi. Il avait une belle carrière politique, Ronald Reagan. Les références, Olivier Delafont. Des résultats. Les Français veulent. C'est très bien de montrer des graphiques, monsieur Larouture. J'adore les graphiques. C'est excellent. On adore tous les graphiques. C'est plein d'infos. Allez sur nouvelledonne.fr alors. Allez sur le site de Nouvelle Donne. Lire quelqu'un qui a Merci infiniment à tous les 4 pour être venus ce soir dans le Grand Soir. L'info continue sur LCI, le journal avec Elfie Toussi.